On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Des candidats indépendants se sont ajoutés à la toute dernière minute, si bien même après qu'on ait enregistré des entrevues avec les candidats de ces districts. Donc, on vous présente aujourd'hui 4 entrevues avec ces candidats indépendants. Iberville, Saint-Athanas-Sud, district numéro 2. Quelques candidats se sont ajoutés un peu partout dans la ville, notamment dans ce district, et on reçoit le candidat indépendant Élie-Pascal Méphir-Tchotilong. Bonsoir et bienvenue. Merci de m'avoir invité. Bonsoir. Ça fait plaisir. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a convaincu de présenter votre candidature à cette élection? En fait, j'ai toujours aimé m'impliquer dans les endroits où je vis. Pour le militant jeune chef de famille, je me suis dit, si je veux bâtir un monde meilleur pour mes enfants, il faudrait que je m'implique dans la gestion. Et c'est ce qui m'a poussé à me présenter comme candidat dans le district 2. Bon. Qu'est-ce que vous connaissez du district 2, la portion sud d'Iberville et de Saint-Athanas? Qu'est-ce que je connais de ça? C'est j'y vis déjà, premièrement. Ça fait 15 mois, je suis propriétaire là-bas. Et je trouve que nous sommes, surtout du côté du domaine Fredette, nous sommes un peu coupés de la ville. On manque un peu de tout. J'ai vécu la dernière scène d'inondation, j'y étais, donc j'ai vu et je me suis dit pourquoi pas, si on veut faire changer les choses, pourquoi ne pas se présenter pour présenter des plans. Et mon slogan, c'était « Bâtissons ensemble ». Donc, qu'est-ce que je proposerais? C'est vraiment, avec un conseil, de représenter le mieux possible les citoyens. C'est ensemble qu'on fera le programme. C'est pour cela que je ne suis pas allé avec un parti, parce que je voulais vraiment servir la population et c'est pour ça que je me suis présenté en indépendant. Bon, parlez-nous de vous, votre profil personnel, professionnel. Qui êtes-vous? Élie-Pascal Méphir, je suis Camerounais d'origine. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans que je suis arrivé au Québec, à l'automne 2011. J'ai commencé venant de la Belgique, j'étais à Bruxelles, où j'avais commencé un baccalauréat en comptabilité. Je suis arrivé ici sans le finir. La transition ne se faisant pas, j'ai dû retourner au cégep ici, refaire une technique en comptabilité au complet. Et j'ai fini en 2014, en mai 2014. Et après, j'ai commencé un boulot comme technicien comptable dans une industrie manufacturière à Granby. Et ça fait 3 ans que je suis comme comptable et chef ressources humaines. Et vous êtes aussi très impliqué dans le monde du tennis? Oui, je suis grand passionné de tennis. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis présenté, parce que présentement, j'ai 2 enfants de bas âge, un de 8 ans et un de 5 ans, qui aura 5 ans le mois prochain, qui s'implique beaucoup dans le tennis. Et on manquait d'infrastructures. Ils sont présentés pour le tournoi au Richelieu. Un a terminé 3e, l'autre étant tout petit. Okay. Et c'était dans la catégorie de 7 ans. Celui de 4 ans, il a terminé. Juste, ils sont pris de participation. Et vous enseignez le tennis? Oui, je repasse mes diplômes le mois prochain de novembre. OK, donc fortement impliqué. Oui, assez. Bon. Si on revient au district 2, vous avez fait référence évidemment aux inondations qui ont amené certaines problématiques aux citoyens du secteur. Pour vous, quels sont les autres enjeux de ce district? Le district 2, déjà, je vais dire, en parlant du domaine Fredette où je vis présentement, je trouve qu'on est presque coupé du reste de la ville. Soit on prend la route 133 pour revenir vers le centre-ville, soit il faut passer par la passerelle sur le chemin. Il y a la passerelle, comment elle s'appelle déjà? Peu importe. Oui, c'est un chemin sans issue, mais en temps d'inondation, c'est coupé. Pour quelqu'un comme moi qui aime faire du vélo avec des enfants, je ne peux pas les amener sur la route 133, donc on est pratiquement coupé. C'est un domaine qui a beaucoup changé de morphologie ces dernières années. Quand je parle avec les gens des alentours, ils nous disaient c'est un domaine où il n'y avait pas d'enfants, mais depuis 4-5 ans, c'est vraiment un secteur vraiment familial et on manque cruellement d'infrastructures. Bon, quand on parle d'infrastructure, on sait que dans ce district, non loin de la polyvalente, il y a l'Arena, il y a le pavillon Mille-Roches, il y a la Palestre qui est quand même assez vieillissant comme bâtiment. Est-ce que selon vous, on doit faire quelque chose avec ces bâtiments? Oui, parce que c'est assez loin du domaine Fredette. Quitter du domaine Fredette pour aller au Palestre, comme vous dites, à polyvalente, c'est à peu près quoi, 3-4 km. Et on ne peut pas, juste pour divertir les enfants, toujours se déplacer en auto. Pour venir en vélo, il faudrait soit prendre le petit pont qui a été offert, soit passer sur la route 133 et s'accidenter. Ne serait-ce que le chemin cycliste, on n'en a pas non plus. Et le petit parc qu'on a là-bas, c'est quoi? Une balançoire avec deux ou quelques jeux pour à peu près 400 maisons, des jeunes familles. Je trouve que c'est vraiment pas assez. Bon. J'ai souvent posé la question aux candidats qui sont sur le côté d'Iberville parce qu'on sait qu'il y a un nouveau pont qui se construit. Il y a aussi un projet de sens unique à la sortie du pont. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui peut-être passez par là justement pour aller
aller rejoindre votre domicile. Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller avec des sens uniques à la sortie du futur pont-Gouin? Je vois la sortie du pont-Gouin ici. C'est vrai que les routes sont assez petites. Si c'est possible de laisser passer les deux sens, pourquoi pas. Mais à un moment, il faut prendre des décisions. Si en trouvant le moyen de désenclaver, c'est de faire des sens uniques, pourquoi pas. Mais toujours est-il qu'il faudrait consulter les citoyens au départ et faire ce qu'ils veulent, parce que de toutes les façons, c'est eux qui vont subir cela. Et je pense que le minimum serait de demander leur avis. Bon, et comment voyez-vous le développement futur du district? Parce que oui, il y a une problématique d'inondation, mais il y a encore des terrains potentiellement où on peut bâtir des nouvelles maisons avec des infrastructures, évidemment. Est-ce que vous croyez qu'on doit augmenter la construction domiciliaire sur les terrains vacants? Oui, je trouve que oui. Pourquoi déjà? Parce que plus de personnes égale plus de payeurs de taxes en quelque sorte. Et ça allégerait le fardeau de ces quelques personnes qui sont là. Comme moi, je me suis retrouvé avec une facture déjà au mois de septembre qui me disait, pour notre pavé, c'est nous qui devons payer sur les taxes. On nous proposait de le payer maintenant ou de subir au mois d'octobre, parce qu'on nous avait donné jusqu'au 2 octobre pour la payer. Si on ne le payait pas à ce moment-là, il y avait de nouveaux intérêts, on ne savait pas à quel taux ils négociaient. S'il y a plus de personnes, ça fait moins de frais et les projets pourraient se faire peut-être un peu plus vite, je trouve. Monsieur Élie Pascal Méfir-Tchotilong, merci beaucoup. Merci Bonne chance à vous. Merci. À la prochaine. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit un autre candidat indépendant, mais cette fois dans le district numéro 5. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on s'entretient entre autres avec Éric Gélinas. Oui, du Rocket de Laval et Philippe Mercier de la nouvelle équipe senior à Saint-Jean, les Patriotes, est avec nous. Très bon hockey, mon cher. Manquez pas ça. Il s'est ajouté sur la liste des candidats dans le secteur Sainte-Eugène. Comme candidat indépendant, et j'ai nommé M. Guy Langlois, qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous motive à faire de la politique municipale? Moi, c'est surtout la plaine inondable. Ça fait depuis 1990 que je participe avec des gens en association pour forcer le gouvernement du Québec à respecter les lois qui protègent les riverains, qui protègent les gens dans la plaine inondable. On est sur le Code français. Ouais. Toute personne qui intervient dans un cours d'eau, qui aurait pour effet de rehausser le cours d'eau, il doit s'entendre avec le riverain parce qu'il y a une partie de son terrain qui va être inondée, puis il doit s'entendre aussi avec les gens de la plaine inondable parce que leur terrain, qui n'était pas inondé avant, va l'être avec les travaux qu'il a autorisés. Et le gouvernement du Québec, jamais, il a suivi l'obligation qu'il avait envers les gens. Bon, parce qu'en même temps, on vous a vu à quelques occasions, soit dans les assemblées de la MRC ou encore aux assemblées publiques du Conseil de ville, auxquelles on assiste nous-mêmes comme médias, où vous faites souvent des interventions. En quoi la MRC et ou la Ville peut-elle influencer le cours des choses dans le respect des lois pour la plaine inondable? Mais ça touche directement ses citoyens. Il n'y a pas seulement que les gens de la plaine inondable ou les riverains qui sont perdants là-dedans. Parce qu'on est dans une plaine inondable artificielle, le gouvernement nous oblige par des lois à respecter certaines normes. On ne peut pas s'agrandir, on ne peut pas construire, on ne peut pas relever nos terrains, alors que c'est une loi qui s'applique pour la plaine inondable naturelle. Nous, on est dans une plaine inondable artificielle, donc la loi ne s'applique pas. Mais pourtant, les municipalités, qui sont les chiens de garde du gouvernement depuis que le gouvernement en a décidé, appliquent la loi comme si on faisait partie d'une plaine inondable naturelle. Ce n'est pas le cas. Il devrait y avoir un volet concernant les plaines inondables artificielles. Si le gouvernement du Québec ne va pas autoriser le fédéral à construire le canal de Chambly, à construire par la suite, depuis 1884, une rallonge au canal de Chambly qui part de l'Écluse-Neuve jusqu'au nautique de Saint-Jean, qui aura aussi une deuxième fois le niveau d'eau. En 1970, il a permis au gouvernement fédéral d'élargir de 100 pieds le canal de Chambly, qui a encore rehaussé le niveau d'eau. On sait que présentement, que c'est 1 pied de plus qu'on a au lac Champlain, qui est à 24 000 d'ici, là.
plus, Saint-Jean, vu que c'est tout près, c'est une moyenne d'environ de 15 à 16 pouces du rehaussement du niveau d'eau, ce qui se déplace sur les terrains des gens qui font partie d'une plaine inondable qui n'en faisait pas partie avant. Outre l'enjeu des plaines inondables, est-ce que pour vous, dans le quartier Saint-Eugène, il y a aussi d'autres problématiques liées soit à l'asphaltage des rues en gravier, à la sécurité, au développement, au golf également? Mais surtout dans Saint-Eugène, c'est les moustiques. Hein? Le premier fort qu'on a construit à Saint-Jean, c'est en 1666. Puis déjà, on l'avait baptisé le fort Maringouin. Puis là, tout le long de la rue Smith, il y a pas tout le long, mais un grand bout, là, il y a un boisé. Du fait que c'est inondé au printemps, quand l'eau sortit du boisé, bien là, c'est plein de marais qui est un pouponnière à moustiques. Il y a des fossés qui ne sont pas fermés, comme en face du parc Joie de Vivre. J'ai parlé, moi, avec les gens les bénévoles qui entraînent les jeunes au baseball, les parents qui viennent voir leurs jeunes. Tout le monde, il faut qu'ils s'aspergent du off parce que les moustiques, c'est une peste. Et l'autre jour, vous avez envoyé un petit accroche-porte là, sur lequel, d'ailleurs, vous indiquiez que le conseiller Fontaine ne s'était pas occupé de ce dossier-là. En quoi Jean Fontaine peut-il avoir une influence sur la problématique des maringouins dans Saint-Eugène? Mais parce qu'il aurait pu demander au conseil, parce que nous autres, on a invité M. Vadeboncoeur, qui a une compagnie qui fait des épandages biologiques contre les moustiques. J'ai rencontré M. Fontaine lui demandant de fermer au moins le fossé du parc Joie de Vivre. Puis lui-même me dit que ça ne coûterait rien à la ville, ça. Puis ça, là, c'est une pouponnière à moustiques. C'est une pollution visuelle. Il y a des canaux, il y a des grenouilles, il y a de la mousse verte qui sort dans le fossé, des cochonneries qui sont voyagées par les vents se ramassent là. Puis ça, il me semble que pour un endroit public qu'on appelle Joie de Vivre, c'est pas la joie de vivre là. Puisqu'on parle du conseiller Fontaine, parce qu'il était avec nous la semaine dernière, puis on lui posait la question là-dessus, puis il disait, ouais, mais il dit, Monsieur Langlois, il n'a pas le temps d'être conseiller parce qu'il passe son temps en avion à aller se promener en Floride. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Avez-vous le temps d'être conseiller? Bien, tant mieux si je peux aller en Floride. Si l'occasion me le permet, puis les moyens me le permettent aussi, mais ça dérange quoi? Il se préoccupe de mes voyages en Floride, il devrait se préoccuper des gens de Saint-Eugène qui demandent une meilleure qualité de vie, là. Je veux dire, on ne peut pas profiter de nos activités extérieures, justement à cause des moustiques, sans se mettre un produit pour s'en protéger. Il y a plusieurs fossés dans Saint-Eugène qui pourraient être couverts, puis que ça éliminerait une bonne partie des moustiques. Lui, il ne s'en préoccupe pas. Puis surtout, de se faire dire que ça ne coûterait rien à la municipalité. Depuis 4 ans, à tous les ans, moi, j'allais à la municipalité, au conseil, leur demander de fermer au moins le fossé pour ces jeunes-là. On crée des activités pour les jeunes, là, d'aller faire des activités dans les parcs, puis c'est pas plaisant, là. Monsieur Langlois, merci beaucoup. Bonne chance à vous. Mais merci beaucoup à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit un candidat indépendant, mais cette fois dans le district numéro 5. Nouveau candidat dans le district numéro 5, Saint-Edmond-Saint-Lucien, comme indépendant. Il s'appelle Richard Daudelin. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui vous motive à faire de la politique municipale? Ah, bien, on peut dire que j'ai eu ça assez jeune, la tentation, parce que mon père a été échevin à Iberville, premièrement. Et j'ai toujours suivi la politique de près, mais de par mon emploi, j'ai été policier dans la GRC. C'est sûr que je ne pouvais pas m'impliquer comme j'aurais voulu. Alors maintenant que je suis à la retraite, je me paye ce privilège-là de me présenter comme candidat dans le district 5. Bon. Qu'est-ce que vous connaissez de ce district, de ses enjeux? Bon, principalement, évidemment, nous vient en tête l'aéroport, qui est un débat qui, de 4 ans en 4 ans, revient très souvent, mais surtout cette fois-ci, vous en pensez quoi? Quelle est votre opinion à l'égard de l'avenir de l'aéroport? Je vais être très franc avec vous. Moi, je ne suis pas un politicien de carrière et je n'essayerai pas d'attirer des votes
de façon à être évasif. Moi, je pense que l'aéroport, c'est un gouffre financier, c'est un éléphant blanc, et il faut mettre la clé dans la porte le plus tôt possible. Il y a d'autres moyens de faire de ce site-là quelque chose d'enrichissant pour la population, mais l'aéroport comme tel, c'est bruyant, ça dérange beaucoup de personnes. On ne pourra jamais... D'ailleurs, on va aller dépenser, je crois, 200 000 sur un rapport pour nous faire dire que les pistes vont nous coûter une fortune à refaire et que c'est la profitabilité de l'aéroport à court ou à long terme, pratiquement impossible. Donc, pour vous, trop de bruit, trop cher, pas d'avenir. Pour vous, on ferme ça. Puis un gouffre financier, à chaque année, c'est déficitaire. Et on transforme ça en quoi? Est-ce que vous utiliseriez le terrain à des fins industrielles, à des fins domiciliaires, commerciales? Le domiciliaire, je trouve qu'il y en a assez à Saint-Jean. On a de la place encore pour ça. Ce lieu-là serait assez spécifique pour aller attirer une nouvelle industrie. J'ai une petite idée là-dessus et je préfère la garder pour après les élections parce que de toute façon... À des fins industrielles. Oui, mais non polluantes et d'avenir. Non polluantes et d'avenir. Il faut regarder en avant. Outre l'aéroport, plusieurs parlent souvent des problématiques de sécurité ou à tout le moins de problématiques de stationnement ou de va-et-vient avec le cégep Saint-Jean et les rues dans le pourtour du cégep. Vous en pensez quoi et quelles seraient pour vous des solutions pour alléger la circulation automobile ou le stationnement à l'entour du cégep? Ce matin, j'étais justement sur la rue Coderre à 7h30 pour voir les étudiants qui stationnent autour du cégep, comment ça fonctionne. Sur la rue Coderre même, il n'y a aucune ligne de fait. Alors, les gens se stationnent très mal et gagneraient déjà beaucoup d'espace de stationnement si c'était ligné sur cette rue-là. Le stationnement, il faut encourager le transport par autobus. Les étudiants, il y en a un par véhicule. Et, le cégep devrait promouvoir le transport en commun, puis il y a aussi le covoiturage. Autre question qui a été soulevée dans le dernier 4 ans, quelques citoyens qui s'en sont plaints, l'intersection, en fait, qui est en face du cégep. La rue Montcalm, où actuellement il y a un panneau d'arrêt, mais il y a quand même 4 voies à traverser. Semble être dangereux parfois pour les piétons qui veulent y traverser. Est-ce que, selon vous, on devrait ajouter un feu de circulation, une lumière clignotante ou une traverse? Bref, est-ce que pour vous, on doit sécuriser davantage l'intersection devant le cégep? Je pense que des feux de circulation à Saint-Jean, il y en a déjà pas mal. Puis, moi, je ne vois pas une problématique majeure, là. C'est pas comme une école primaire ou une école secondaire, c'est des cégepiens, c'est des jeunes adultes. Je pense pas qu'il y ait vraiment lieu de mettre un feu de circulation, là. La présence policière, par contre, pour surveiller la vitesse des automobiles, ça, je suis d'accord avec ça. Bon. Problématique d'infrastructure dans Saint-Lucien qui, semble-t-il, est en voie d'être réglée, mais je ne sais pas, dans le porte-à-porte, est-ce que les gens vous en parlent? Est-ce qu'il y a d'autres types de problèmes liés aux infras? C'est quand même un quartier assez vieux. Oui. Bon, c'est sûr, il y a beaucoup de fuites d'eau et de bruit de tuyaux l'hiver. D'ailleurs, j'en ai rapporté un moi-même l'hiver passé. C'est sûr que les infrastructures sont à refaire. Mais de ce côté-là, je pense qu'il faut penser à long terme. Et déjà, les prévisions dans les prochains budgets vont faire valoir la possibilité d'améliorer ça. D'ailleurs, c'est drôle que là, juste en période électorale, il y a déjà la rue Vaudreuil. Là, c'est parti. Parce qu'on est en période électorale, on a décidé de bouger dans le côté. Monsieur Auger, de ce côté-là, je ne sais pas quelle implication qu'il a eu personnellement, mais je n'ai jamais entendu parler de sa position là-dessus et il a l'air à laisser ça aux fonctionnaires. Il nous reste quelques instants. Mis à part les enjeux dont on vient de se parler, est-ce que pour vous, il y a d'autres trucs qui vous ont été identifiés, qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez faire avancer dans le quartier ou même pour la ville? Pour la ville, surtout. J'assiste, comme vous le savez, aux réunions du conseil. Je trouve ça déplorable, l'atmosphère qu'il y a à cause des partis. Il y a beaucoup d'animosité entre certains échevins et conseillers, aujourd'hui, qu'on dit. Mais moi, j'y vais en fonction de travailler avec tous ceux qui seront élus, dans le fond, pour faire une équipe, pour aller de l'avant dans la municipalité. C'est les citoyens qui ont besoin de nous. Ce n'est pas nous qui avons besoin des citoyens. M. Daudelin, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit également un autre candidat indépendant dans le même district.
dimanche 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi 19h. Il est candidat pour une énième fois dans le district de Saint-Edmond-Saint-Eugène, district numéro 5, M. James Falls. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Combien de tentatives au juste? Ah, ça va être ma 4e, M. Latour. Et décidément, vous ne baissez pas pavillon. Jamais. Les gens qui me connaissent savent que je suis tenace. Bon. Okay. Expliquez-nous un peu les raisons pour lesquelles vous tentez votre chance à nouveau cette année. Bon. Ce qui m'a motivé cette fois-ci, là, c'est vraiment... moi, je veux bien donner la chance aux coureurs, mais ce qui m'a motivé, là, c'est que depuis 4 ans, il n'y a pas grand-chose qui se fait dans le quartier. M. Auger peut être très sympathique, mais il n'est pas à la hauteur du poste. Okay? Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, et je ne suis pas le seul, parce que je le constate dans mon porte-à-porte, les gens l'appellent, mais il ne réagit pas. Okay? Ça prend plusieurs appels pour que le monsieur réagisse. Et encore là, il n'y a pas de suivi sur des dossiers, et puis des dossiers très, très simples. Qu'on parle de sécurité publique, qu'on parle d'affichage, qu'on parle d'excès de vitesse. Il est là, mais il n'est pas là. Vous comprenez? Ouais. Okay. Donc, pour vous, la présence du conseiller est un enjeu majeur? Absolument. Il faut être proactif. Il faut être disponible aussi. Okay? Malheureusement, M. Auger, il partage son rôle de conseiller avec un travail à temps plein. Et je juge qu'avec 12 conseillers, à Saint-Jean maintenant, que le poste de conseiller est à plein temps. Okay? Vous habitez le quartier depuis combien de temps? Alors, la maison a été achetée en 68 par mes parents. Okay? Et, bon, j'ai été faire un petit séjour à Saint-Luc, là, qui fait partie de Saint-Jean. Mais vous pouvez dire que j'habite Saint-Jean depuis 50 ans. Bon. Expliquez-nous un peu votre parcours professionnel. Vous êtes un jeune retraité, mais quel est le domaine dans lequel vous avez travaillé pendant longtemps? Alors, je travaillais dans le domaine de l'éducation, pour être bien précis, au niveau collégial. Bon. Parlez-nous de l'aéroport. Il me semble absolument. À nouveau que ça devient encore une fois un enjeu absolument. Pour lequel on n'a pas encore de solution définitive. Non, absolument. Alors moi, ce que je préconise, et puis j'ai consulté aussi, pas plus tard que hier, j'ai rencontré le major Surprenant, ce que je préconise, c'est le maintien des droits acquis. Les droits acquis, par exemple, des planeurs. Hein? Ça, pour moi, c'est bien important qu'on maintienne ça. Par contre, je préconise que l'aéroport soit dédié à des activités légères de plaisance. Alors vous, M. Latour, si vous avez un Cessna ou un Cub Piper ou quoi que ce soit, bon, ce sont des activités de plaisance. Donc pour vous, le maintien de l'aéroport avec ses 3 pistes? Oui. Mais pour des activités de plaisance. De plaisance et les planeurs. Oui. Bon. Pas d'école de pilotage, pas d'hélicoptère, mais absolument pas d'hélicoptère, parce que les hélicoptères, c'est incroyable. Hein? Je veux dire, moi, je vais être assis dans mon salon, ma salle à manger. Hein? J'habite, vous savez, Vanier, la maison là, que j'habite est l'ancienne maison de l'ingénieur qui a construit le village suisse. OK? Alors, je les vois arriver, hein? Je les vois arriver, que ce soit les hélicoptères, que ce soit les avions là, qui font du touch and go. Je peux même vous dire, tel numéro est passé aujourd'hui. On peut lire les lettres, les chiffres. Okay? Vous maintenez quand même les planeurs, mais est-ce que les planeurs créent quand même un certain dérangement auprès des citoyens? Non. En parlant aux majors surprenants, ils sont quand même accommodants. Okay? Il m'a expliqué qu'ils avaient changé le moteur sur les Cessna. Ils ont changé les hélices, parce qu'avant ça, c'était des hélices avec deux palmes, hein, c'est ça l'expression. Et là, c'est 3 palmes, et 3 palmes plus courtes. Donc, il y a moins de bruit. Et ils sont très accommodants au niveau des horaires. Ils sont très flexibles. Là, ils sont prêts à faire des concessions. Bon. Oui, allez-y. Oui. Non, je dis que c'est une belle expérience pour des jeunes. Hein, c'est des jeunes cadets de l'air aussi. Outre l'aéroport, pour vous, quels sont les principaux enjeux du quartier? Est-ce qu'encore une fois, il y a des problèmes avec le cégep, le stationnement, la sécurité routière en avant du cégep? Le débordement. Prétendre, comme M. Auger le fait, que ça s'est réglé, je m'excuse, je vais être très, très cru, c'est faux. Je sillonne.
Là, je sillonne les rues en vélo, j'ai fait du porte-à-porte, mais je connais bien. Écoutez, je reste sur la rue Vanier, hein, et le débordement, il est encore là, il est bien présent. Okay? Et j'avais préconisé à la dernière élection, hein, ma troisième, okay, justement qu'on ouvre un couloir pédestre entre le premier stationnement du Festival des Montgolfières, c'est-à-dire celui qui est collé sur Agriculture Canada, qu'on permette aux gens, aux étudiants, de stationner là et créer un couloir qui leur permettrait d'avoir accès par en arrière au stationnement. La distance est très courte. Si vous comparez avec ce qu'il y a comme débordement dans les rues, par exemple, Lebel, etc., dans les rues là, adjacentes au parc Montcalm, c'est relativement court. Et vous me direz, ah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire l'hiver? Ben, vous savez comme moi que la clientèle, l'hiver, dans un cégep, n'importe quel cégep, est à la baisse. Hein, vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiants qui quittent. Donc, il y a un dégagement qui se fait à ce niveau-là. En terminant, il nous reste quelques secondes. Oh là là! Le temps file vite. Oui. Est-ce qu'il y a un autre enjeu pour vous qui est primordial dans le quartier? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a les grands oubliés de la rue Méran, là, avec le camionnage. Là, auquel j'aimerais réduire le volume de camionnage de façon saisonnale. J'ai aussi un projet qui me tient à cœur, mais c'est pour la ville, c'est la stérilisation des chats errants. D'après le modèle de Brassard, le modèle de Brassard, c'est un succès. Okay? Et ça, il faudrait que ce soit parrainé par la ville. Promenez-vous dans Saint-Émond-Saint-Lucien, vous allez en voir des chats errants. Moi-même, j'ai adopté 3 chattes qui ont été stérilisées. Non, mais écoutez... Mais vous ne pouvez pas tous les prendre. non, parce que vous savez comme moi qu'il y a un règlement municipal, maximum 3 animaux. M. Faz, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre temps. Plaisir. OK. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Jeudi, le 26 octobre, déjeuner culturel sur l'archéologie dans tous ses états. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire. On vous rappelle que notre émission sur les travaux du Conseil de ville fait relâche le temps de la campagne électorale. On va se retrouver à la fin novembre, mais le Télébingo est toujours là, dimanche matin, 9h30 en direct, avec 4 000 $ en prix pour acheter vos livrets pour avoir la liste www.tvhr9.com. À demain.